Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Michel Zirafin. Pour ce podcast inédit, je vous propose une plongée au cœur d'un procès qui a fait grand bruit dans la région lyonnaise à la fin de l'année 2022. Dans le box des accusés, une femme. Il y a 4 ans, Rose Filipazzo a tiré une balle dans la tête de son mari, Michel Zirafin, pendant son sommeil. Cette mère de famille de 50 ans affirme avoir été victime de violences conjugales toute sa vie et d'avoir agi pour sa survie. L'accusation, elle, penche plutôt pour un mobile financier. Alors, que vont décider les jurés ? La réponse dans ce nouveau podcast inédit de Chroniques criminelles. 2 novembre 2022, à la cour d'assises de Lyon. Un procès très attendu dans la région est sur le point de s'ouvrir. Un père de famille a été victime d'un meurtre effroyable. L'accusé doit maintenant faire face à la justice, mais aussi et surtout affronter le jugement de ses proches, car dans cette affaire, il y a une particularité. Tous les protagonistes sont de la même famille, une famille qui, aujourd'hui, se déchire. Dans ce dossier hors norme, où se mêlent mensonges, violences et liaisons dangereuses, les jurés vont devoir démêler le vrai du faux. Et l'enjeu est de taille, car l'accusé encourt la perpétuité. Nous avons suivi le procès et sommes allés à la rencontre de ceux qui sont au cœur de cette terrible histoire. Avocats, bien sûr, mais aussi les proches de la famille, comme Joséphine, la belle-sœur de la victime, ou encore Philippe, un ami très intime. Ils connaissent tous les petits secrets de l'affaire, et ils vont nous raconter comment une belle histoire d'amour a viré au drame dans le clan des Siciliens. Tout commence à Turin, un petit village de 3000 habitants situé dans la banlieue lyonnaise. C'est dans cette maison que Michel et Rose Zirafin sont installés depuis 2017. Ils ont tous les deux 45 ans et sont mariés depuis presque 30 ans. Mais au début de l'automne 2018, un terrible drame vient bouleverser le cours de leur vie. On est à une trentaine de kilomètres de Lyon, on est dans la banlieue lyonnaise en fait. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. On commence à être déjà dans les petits villages. Alors, le 21 septembre 2018, Madame Zirafin Rose arrive au domicile. Rose qui vit une partie de la semaine à côté de Roanne, en fait. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et qui passe les week-ends avec son mari sur place à Turin, rentre. Elle gare sa voiture devant. Elle rentre, la porte est ouverte. En tout cas, pas fermée à clé, donc elle ouvre la porte. Marie-Harmonie Belloni, avocate des parties civiles. Elle a à ce moment-là une odeur nauséabonde qui lui vient au nez. Et là, elle tombe tout de suite sur une scène d'horreur. Son mari qui est allongé sur le canapé et qui est noir, le visage noir, le corps totalement en état de décomposition. Paniquée, Rose ressort aussitôt de la maison et elle appelle à l'aide sa sœur aînée, Joséphine, qui vit dans la région. Je reçois un coup de téléphone vers les 11h du matin et je vois que c'était Rose. Joséphine, sœur de Rose Filipazzo. Je réponds et elle était complètement affolée. Elle pleurait, elle hurlait même. Il est mort, je crois que c'est lui qui est par terre. En fait, je crois que Michel est mort. Viens vite, viens m'aider, je sais plus où j'en suis, viens vite. Joséphine prend la route, mais elle se trouve à plus d'1 heure de là. Elle dit à sa sœur de chercher de l'aide au plus vite dans les environs.
Donc là, évidemment, prise de panique, elle se précipite dehors, elle essaie d'arrêter les voitures qui peuvent passer sur cette départementale parce que c'est une route assez passante. Elle va tenter de trouver de l'aide. Il y a personne dans les rues, en fait. On est vraiment le long du national, donc elle va tenter, Rose, d'arrêter les voitures. Et finalement, alertée par les cris, il y a une voisine, sa voisine d'à côté, qui débarque. Donc elle demande à cette voisine, ne pouvant plus rentrer dans la maison, un peu terrifiée, d'aller près du corps. La voisine entre à son tour. Elle aussi est envahie par cette odeur insoutenable. Elle s'approche et à la vue du corps, elle confirme, c'est bien le mari de Rose qui est étendu sur le sol. Elle appelle aussitôt les secours et elle s'occupe de Rose qui est dans tous ses états. Le SAMU et les gendarmes arrivent sur place. Mais qu'a-t-il bien pu arriver à Michel? Un accident? Ou bien a-t-il été victime d'une agression? On va procéder à l'examen du corps de Michel qui a 44 ans. Donc le médecin constate le décès, évidemment, au même titre que la voisine, et met un obstacle médico-judiciaire à l'inhumation, c'est-à-dire qu'il découvre à l'œil nu, je dirais, qu'il y a une trace sur le front, comme un orifice, en fait, sur le front, qui est visible très nettement. Alors on n'arrive pas bien à savoir si ça a été causé par une arme blanche, par un coup de feu. Donc on se dit, bon, il y a un problème, et donc il faut aller vérifier. Une autopsie est demandée en urgence. Dans un premier temps, les gendarmes gèlent la scène et ils inspectent la maison à la recherche du moindre indice. Rapidement, plusieurs détails les interpellent. Tout d'abord, le domicile n'était pas verrouillé. Rose le précise, j'ai ouvert la porte, elle n'était pas fermée à clé. Deuxième constatation des gendarmes, la maison est en bon état. Elle n'a pas été fouillée, il n'y a pas de traces de lutte. On peut imaginer que Michel se serait défendu s'il y avait eu des intrus dans sa maison. Et surtout, il n'y a rien de valeur qui a disparu. Donc, très très rapidement, la piste du cambriolage qui aurait tourné au drame est écartée par les enquêteurs. À proximité du corps du défunt, on ne retrouve absolument rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que Michel, quand son cadavre est retrouvé, on a affaire à un homme qui est torse nu. Il était en caleçon, ce qui laisse à penser qu'il devait certainement être en train de dormir. Mais en tout cas, on n'a pas d'arme quelconque, ni couteau, ni arme à feu, rien. Sauf que les gendarmes découvrent sur le sol des petits morceaux métalliques pouvant être les résidus d'une balle. Avec ces premiers éléments, ils privilégient l'hypothèse d'un meurtre. Mais ils attendent le retour de l'autopsie pour le confirmer. De leur côté, les proches de Michel sont dévastés. Et surtout, ils ne comprennent pas ce qui a bien pu lui arriver. On était tous dans un état de choc vraiment incroyable. Quand une chose comme ça arrive, on a toujours l'impression que on le voit à la télé, chez les autres. Et quand ça arrive chez vous, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Personnellement, j'ai cru qu'il avait fait un arrêt cardiaque et puis il est resté mort sur place plusieurs jours, en fait. La famille ne s'est pas étonnée de l'absence de nouvelles de Michel, car il avait l'habitude de vivre en solitaire dans sa maison à Turin. Entrepreneur dans le bâtiment, il avait décidé de s'installer près de Lyon pour faciliter ses chantiers. Rose, de son côté, était restée à Pouilly-sous-Charlieu, dans le département de la Loire, avec sa plus jeune fille de 16 ans, toujours scolarisée à cet endroit. Elle tenait une pizzeria dans le village, et chaque week-end, elle rejoignait son mari à Turin, à plus d'1 heure de route. Le couple a décidé, d'un commun accord, de vivre comme ça. C'est-à-dire que la mère passe la semaine avec sa fille à Pouilly-sous-Charlieu, là où elle est scolarisée, et le week-end, tout le monde se retrouve en famille à Turin, dans la maison qui a été louée à cet effet. Personne ne s'est donc inquiété avant la découverte du corps. À l'Institut médico-légal, les résultats de l'autopsie tombent. Première constatation, la mort de Michel remonte au week-end précédent. Et le médecin est formel, il est mort d'une balle dans la tête.
On a affaire à une arme à feu de calibre 8 mm. En tout cas, le rapport de balistique établit qu'a priori, le tir a été porté à environ 10 cm du front. Donc, ce qui n'est pas à bout touchant, mais à bout portant. Le médecin légiste, en tout cas, conclut au fait que Michel Zirafa n'avait aucune chance de survie. Donc, l'intention homicide, à ce moment-là, ne fait absolument aucun doute. On a affaire à un assassinat pur et simple. Qui pouvait en vouloir à ce père de famille au point de l'abattre froidement ? Immédiatement, la presse s'empare de la nouvelle. Et c'est en lisant le journal local que la famille découvre la vérité. En fait, Michel aurait été assassiné. Quelques jours après ce drame, ma belle-fille m'envoie un lien et j'ouvre ce lien et je lis. Il est dit qu'il est mort avec un coup dans la tête. Et de là, j'étais scotchée. J'étais choquée de voir qu'il était mort d'autre chose qu'une mort naturelle. Les parents de Michel, quand ils découvrent la mort de leur fils, ils sont complètement dévastés. Marie-Harmonie Belloni, avocate des parties civiles. Domenico Zirafa, qui est le père de Michel, avait un lien extrêmement fort avec son fils. Lui qui était maçon, son fils a pris quelque part la relève, il continuait à le voir, donc il est retraité, Domenico Zirafa, donc il avait du temps devant lui, il allait voir son fils régulièrement, il mangeait régulièrement avec lui, ça a été un désastre. Pour nous, c'était incompréhensible. Qui et pourquoi a fait ce geste-là? Toute la famille est bouleversée, mais surtout, elle est loin de se douter que le pire est à venir. L'enquête démarre et les gendarmes se penchent sur la personnalité de les victimes. Ils interrogent tous ses proches avec une question centrale. Qui était Michel et à quoi ressemblait sa vie ? Alors Michel Zirafa, c'est un homme de 45 ans, c'est un homme qui, pas un grand gabarit, il doit faire 1m62, 64 kilos à peu près, c'est un homme un petit peu trapu. C'est un homme qu'on décrit comme jovial, très sociable, toujours prêt à rendre service. C'est un homme qui est aussi, et ça c'est indéniable et indiscutable, tout le monde le présente comme ça, c'est un homme qui est extrêmement travailleur, c'est un maçon de métier. Il travaille énormément. C'est un peu un self-made man, comme on dit. Le gars est parti de pas grand-chose. Il est originaire, comme toute sa famille, d'Italie, de Sicile en particulier. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et il a commencé à travailler très jeune dans le milieu du bâtiment. Et de fil en aiguille, il a monté sa propre boîte, sa propre structure, qui très vite a eu pignon sur rue. Il a un train de vie qui est plutôt enviable, une belle voiture, une belle maison. Michel aime bien briller aussi, c'est-à-dire qu'il aime bien avoir de temps en temps des belles bagnoles. Il se fait un petit peu plaisir. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Il aime bien que Rose, sa femme, soit élégante. Et c'est vrai que Rose est très souvent apprêtée parce que Michel, qui a fait un bon chantier, Michel qui a fait ci, ça, etc., lui a offert des fringues, une bagnole, des bijoux. Rose semblait, aux yeux de tout le monde, mener une vie très très aisée. Joséphine, sœur de Rose Filipazzo. Il y avait vraiment l'apparence qu'elle était comblée en tout. Argent, succès dans les affaires, les Zirafa semblent mener une vie de rêve. Mais plus l'enquête avance, et plus le meurtre de Michel paraît insaisissable. Alors, qui aurait pu lui en vouloir au point de l'éliminer ? Pour saisir la jeunesse de l'affaire, il faut remonter à l'origine de cette famille. À ce stade, les enquêteurs sont loin d'imaginer à quel point tous les protagonistes sont liés, et ils vont se pencher sur leur histoire, car c'est là que se trouve la clé de l'énigme. Les familles de Rose et Michel quittent leur Italie natale dans les années 50 pour s'installer dans le petit village de Pouilly-sous-Charlieu. Très vite, ils forment un clan. En fait, quand on parle de clan, faut vraiment le comprendre comme un clan, et en plus un clan élargi. La famille de Rose est atypique, donc il s'agit de Siciliens, cousins,
qui se marient entre eux, en quelque sorte. Janine Bonaggiunta, avocate de la défense. Il y a 3 maisons qui sont côte à côte. Une où se trouvent les parents de Rose, les parents de Michel, et puis des cousins encore de la famille. Donc ce clan sicilien va donc évoluer ensemble avec les colères, avec les cris, avec les rires parfois. Et il s'avère que entre Rose et Michel, il y a un lien de parenté, c'est-à-dire que leurs mamans sont cousines germaines, c'est-à-dire que eux-mêmes sont cousins issus de Germain. Et ils ont tous grandi dans le même village. Tout le monde vit avec tout le monde, c'est-à-dire que les femmes vont faire les courses ensemble, tous les dimanches chez barbecue, les gamins jouent ensemble. Voilà, il y a un petit côté smala, évidemment. Et puis avec le temps, ils ont même été dans la même école. Petit à petit, s'est construit, je pense, un lien. Et ce lien a fait qu'ils se sont amourachés. Et cette amourette se transforme en véritable conte de fées à l'adolescence, n'en déplaise à la famille. Et très très rapidement, Michel, qui a 15 ans, qui est quand même encore quasiment qu'un adolescent, tombe raide dingue amoureux de cette belle jeune fille qui est Rose à cette époque-là. Donc parce qu'elle est vraiment resplendissante, c'est une belle brune de style italien, avec des cheveux longs, grande. Enfin, c'est vraiment une très 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 belle jeune femme. Ils avaient l'air d'être fous amoureux. C'est l'amour de jeunesse, on peut dire. Et ils nous annoncent qu'ils veulent se marier. Donc franchement, à 15 ans, Michel, et ma sœur a 1 an et demi de plus, c'était un choc. En fait, c'était surprenant. Et le mariage s'est fait. Il y a un côté conte de fées à l'ancienne. Quand on joue à l'âge de 5-8 ans à dire quand je serai grand, je me marierai avec toi, et ben finalement, Rose et Michel l'ont fait. Vu de l'extérieur, ça paraît le couple idéal. Elle qui est magnifique, et cet amour inconditionnel qui dure depuis des années. Un mariage qui dure depuis 28 ans. Mais en réalité, ils ont presque 45 ans de vie commune. 2 petites filles naîtront de cette union. Les gendarmes veulent interroger Rose, car elle connaît son mari mieux que personne. Elle se présente très éplorée, et elle explique que leur couple connaissait des hauts et des bas. Avec les années, dit-elle, les disputes étaient devenues incessantes. En fait, c'est pour cette raison que le couple vivait séparément la semaine. Elle à Pouilly-sous-Charlieu et Michel à Turin. Elle explique qu'une semaine avant la découverte du corps, elle passe le week-end comme elle a l'habitude de le faire avec son mari, qu'ils vont dîner ensemble dans un restaurant à Lyon, que tout se passe bien, qu'ils rentrent dans leur maison à Turin. Ils reviennent vers minuit dans la maison, et au moment où Rose se réveille, en fait il est à peu près 4 heures du matin, dit-elle, elle voit que Michel est affalée sur le canapé, endormie, vêtue d'un simple caleçon, et elle se dit finalement je vais rentrer chez moi. Et donc elle dit je rentre chez moi. Elle va tenter de le joindre dans la semaine, elle va dire qu'il ne répondait pas, mais bon ça l'inquiétait, mais pas plus que ça pouvait arriver éventuellement. Rien d'étonnant donc, selon Rose. Mais elle fait une révélation capitale aux gendarmes. Ces derniers temps, dit-elle, Michel n'était plus le même. Et pour cause, il se sentait menacé. Elle va pouvoir indiquer que son mari, elle le trouvait inquiet, soucieux depuis quelques mois. Marie-Harmonie Belloni, avocate des parties civiles. Elle va pouvoir indiquer aussi avoir constaté un soir, il y a quelques mois auparavant, la venue de 2 hommes qui auraient souhaité parler à Michel, qui seraient sortis avec Michel, avec une discussion un petit peu houleuse. Et donc, en tout cas, ce qu'elle avait dénoté chez lui, c'est que ces gens qui venaient pour l'intimider à plusieurs reprises, ça le rendait vraiment très très inquiet. Et elle explique aux gendarmes que elle met ça en relation avec des voyages assez fréquents que faisait son mari en Italie jusqu'en Sicile. Et est-ce qu'il n'y avait pas du business là-bas, des affaires qui auraient mal tourné? Est-ce que on n'aurait pas envoyé un tueur sicilien venir faire le sale boulot en France?
Rose ne sait pas qui sont ces hommes de main, mais elle est formelle. Ils sont venus intimider Michel jusque chez lui. Le reste de la famille en est également convaincu. Le meurtre est forcément en lien avec ses nombreux allers-retours en Italie. Avec mon mari, on avait bien pensé qu'il aurait pu tremper dans des magouilles. Est-ce qu'il trafiquait peut-être de la drogue? On savait pas. Est-ce qu'il trafiquait autre chose, des armes? Ou est-ce qu'il Enfin, on se fait tout un film. Ça résonne dans l'esprit des enquêteurs. Pourquoi? Parce que c'est quand même une famille qui a vraiment du pognon, de l'argent. Lui, il roule en Mercedes, elle en BM. Et donc, cette piste italienne, en fait, intéresse beaucoup les enquêteurs parce que on remarque que dans les 2 dernières années qui précèdent le crime, Michel est allé à 16 ou 17 reprises, quelque chose comme ça. Donc ça intrigue, évidemment. On va solliciter les douanes, la police aux frontières, voir s'il y a quelque chose. Les gendarmes ont auditionné énormément de personnes. On a plus de, je crois, 75, 100, voire plus auditions. Sans résultat. Les douanes ne constatent rien d'illégal et personne dans le voisinage n'a remarqué d'homme suspect. L'enquête ne donne rien. Retour à la gendarmerie de Pouilly sous Charlieu, où les gendarmes convoquent la sœur de Rose, Joséphine. Ils veulent l'entendre sur les habitudes de son beau-frère et sur sa vie intime. Était-elle au courant des problèmes de couple de sa sœur? Le témoignage de Joséphine va se révéler capital. Elle leur révèle en effet que Michel avait une maîtresse. Il vient me voir et il me raconte qu'il avait rencontré une avocate pour un dossier à lui. Joséphine, sœur de Rose Filipazzo. Et que il sentait un feeling, qu'elle lui plaisait bien et que c'était réciproque. Et il me raconte qu'avec elle, il fait plein de choses, qu'il va au restaurant, que c'était le bonheur. On sent qu'il la couvre de bijoux, il lui dit qu'il lui offre des belles choses. En fait, on sent qu'il est vraiment très amoureux. Elle lui répond. Il va montrer des photos de cette femme. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Et les SMS qu'elle lui envoie. Il va un petit peu frimer avec cette histoire. Les gendarmes découvrent que Michel et son avocate nourrissaient même des projets de vie à deux. Rien d'étonnant pour Joséphine, car elle pensait à ce moment-là que le couple prenait le chemin de la séparation. Cette liaison a de quoi intriguer les enquêteurs. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise, car Joséphine n'a pas fini de leur faire des révélations. Et on découvre aussi une autre possible relation extra-conjugale à Michel. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. C'est une certaine Laetitia. Donc elle est employée dans un bar-tabac dans le village où ils habitent. Donc il commence à me dire qu'elle est bien, qu'elle est mieux, qu'elle est plus amoureuse de lui, que il sent qu'il y a plus de feeling avec elle. On sent qu'il a été généreux avec cette jeune personne qui, à un moment donné, avait besoin d'argent pour s'acheter une voiture, une Fiat 500, et on comprend que Michel lui aurait offert. Il lui aurait offert un olivier pour mettre dans son jardin, un jukebox pour mettre dans son bar. En fait, il nourrit vraiment un avenir avec elle. Janine Bonaggiunta, avocate de la défense. Et veut vraiment construire quelque chose avec elle. À partir de là, c'est quand même le portrait d'un couple un peu spécial qui se dessine parce que ils sont toujours mariés et Michel entretiendrait au moins 2 relations extra-conjugales. Donc les gendarmes se demandent si c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher plutôt que sur la piste italienne ou sicilienne en fait. Michel aurait-il été la victime d'une terrible vengeance amoureuse, d'un mari jaloux, d'une maîtresse éconduite? Ou pourrait-il s'agir de Rose, qui n'aurait pas supporté ses infidélités? Pour en avoir le cœur net, les gendarmes convoquent Rose à nouveau. Ils veulent l'entendre sur les supposées liaisons de son mari. Que savait-elle exactement et qu'en pensait-elle? Rose va effectivement dire qu'elle était au courant au moins d'une des infidélités de Michel, la dernière, Laetitia. Surtout, Rose va finir par raconter la réalité de ce couple. Et là, elle va faire une révélation un petit peu qui va tout bousculer parce qu'elle va dire que elle aussi trompait son mari
Et elle va parler d'un amant. Elle va raconter que en décembre 2016, elle cède aux avances, en fait, du boulanger du village. Rose tient une petite pizzeria snack dans la rue principale de Pouilly. Et elle explique aux gendarmes que dans cette même rue, il y a un boulanger qui est pas dénué de charme et que de fil en aiguille, en étant quasiment voisins, ces deux commerçants se sont rapprochés. Rose, finalement, ne se faisait plus aucune illusion sur son couple qui battait de l'aile. Et puis finalement, elle le trouve très gentil parce qu'en fait, elle a un regard d'un homme sur elle qui est totalement différent de celui que lui porte son mari. Et elle sera émue par le regard qu'il lui porte et finalement, elle sera attendrie aussi. Face aux enquêteurs, Rose parle d'un couple au bord de la rupture. Et c'est dans ce contexte qu'elle aurait trouvé du réconfort dans les bras de Philippe, le boulanger du village. Elle raconte aussi le jour où son mari aurait tout découvert. C'est en janvier 2017, 1 an et demi avant la mort de Michel, que sa liaison aurait commencé. Les deux amants se voient secrètement dans la pizzeria où travaille Rose. Mais un jour, Michel les surprend enlacés et il ordonne au boulanger de quitter les lieux. Elle décrit alors une crise sans précédent. Alors Michel se met dans une colère noire, il fermera la porte et il va tout casser. Il cassera toutes les bouteilles avec des tabourets. Il va prendre un tabouret qui va balancer partout, etc. Ça va être la vaisselle, ça va être les verres. Les assiettes volent dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment une scène de chaos. Il la gifle à 2 reprises, donc il est dans tous ses états. Il la tirera par les cheveux, il la prendra et vraiment, elle aussi va prendre des coups. Et ça va être très, très, très violent. Au point d'ailleurs d'appeler les gendarmes. Rose va aussi porter plainte pour violence conjugale. Elle veut quitter Michel et refaire sa vie. Mais le couple n'arrive pas à se séparer. Michel fait mine d'accepter sa liaison à condition que Rose ne demande pas le divorce. Le couple, finalement, ne va pas si bien, mais en même temps, continue à vivre ensemble. Rose dira que c'est son mari qui l'exigeait, puisqu'il ne voulait absolument pas divorcer. On est un peu dans une sorte de vaudeville, de triangle amoureux, mais en tout cas, pour les gendarmes, les investigations doivent obligatoirement se resserrer sur ces 3 personnes, parce que c'est peut-être là que se situe la vérité. Les deux amants auraient-ils voulu supprimer le mari gênant ? Pour le savoir, les enquêteurs convoquent le boulanger. Et voici, en exclusivité, le témoignage de Philippe Noyer, l'amant de Rose. Il nous dévoile comment cette première audition s'est déroulée avec les gendarmes. Comme j'étais l'amant, oui, ils se sont dit, voilà, lui il est gênant et tout, donc ils se sont mis d'accord tous les deux pour l'éliminer. Moi, ils m'ont questionné sur mes horaires, la voiture que j'avais, voir si j'avais le temps de faire le trajet, et voilà. Ils m'ont demandé si je connaissais Rose. Philippe Noyer, amant de Rose Filipazzo. Moi, mon but, c'était de vivre avec elle, voilà. J'étais amoureux d'elle, et elle, pareil, quoi. Voilà, on avait des sentiments l'un pour l'autre. Ben, moi, j'avais l'espoir qu'à force, ils veulent divorcer, pour qu'on puisse être ensemble. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'il lâcherait pas l'affaire, quoi. Les enquêteurs veulent maintenant savoir s'ils croient Rose capable d'avoir assassiné son mari. Moi, au niveau de Rose, j'avais aucun soupçon. D'ailleurs, je lui ai jamais même demandé si c'était elle qui avait fait ou quoi, parce que je la voyais pas capable de faire ça. Mais alors, où se situe la vérité ? À ce stade, impossible de le savoir. Dans l'espoir d'en apprendre davantage, les gendarmes mettent les deux amants sur écoute. L'enquête sur ce triangle amoureux continue, et elle est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Les investigations se poursuivent, mais maintenant du côté des maîtresses de Michel, qui n'ont toujours pas été entendues. Et là, l'enquête bascule. On va les entendre, ces femmes. D'ailleurs, l'avocate sera très surprise. C'est-à-dire qu'elle va raconter
Voilà, on a été en affaires ensemble pour une histoire professionnelle. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Il a tenté d'être un peu séducteur, mais bon, non, j'ai refusé ses avances. Et elle est un peu choquée de se rendre compte qu'il a pu prendre autant de photos d'elle à son insu. Elle se retrouve en couple avec un type qu'elle a vu 3 fois dans sa vie. Et donc les gendarmes vont évidemment interroger la deuxième soi-disant maîtresse de Michel. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et elle va démentir formellement avoir eu la moindre liaison avec Michel, la victime de l'assassinat. Des maîtresses imaginaires. Michel aurait monté ces histoires de toutes pièces. Mais dans quel but voulait-il faire croire à Rose et à sa famille que lui aussi pouvait refaire sa vie? Les gendarmes n'en reviennent pas. En fait, Michel a ouvert une deuxième ligne téléphonique. Et cette ligne, il l'utilise pour s'envoyer des textos et des photos à lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est raconté ses liaisons. On imagine Michel faisant un SMS d'un côté avec le portable que personne ne connaît pour que ding, ça tombe, c'est encore elle. Les enquêteurs se rendront compte qu'il invente beaucoup de choses, que c'est un manipulateur, un menteur. C'est toujours choquant de savoir que, si vous voulez, quelque part on s'en trahit. Joséphine, sœur de Rose Filipazzo. J'ai perdu mon temps, en fait, et c'est vraiment, il m'a vraiment prise pour une idiote. En réalité, pour les enquêteurs, Michel avait sans doute l'espoir de rendre Rose jalouse et de la récupérer. Mais de son côté, Rose voulait refaire sa vie. Alors serait-elle allée jusqu'à éliminer son mari? Les gendarmes ont des soupçons, mais pas la moindre preuve. Les mois passent, et toujours aucun suspect derrière les barreaux. Et c'est un coup de fil à la gendarmerie qui va relancer l'affaire. Un assureur vient d'être le témoin d'un comportement troublant de la part de la veuve. Il y a cette scène quand même qui est un tournant dans cette affaire, c'est quand elle se rend avec son beau-père au cabinet d'assurance pour régler les détails de cette succession suite au décès de son mari. Au moment où Michel est mort, Marie-Harmonie Belloni, avocate des parties civiles. Rose est persuadée d'avoir au-dessus de la tête des assurances vie à son nom d'un montant à peu près de 350 000 euros. Mais tout ne se passe pas comme elle l'avait imaginé. Là, c'est la douche froide pour elle. Elle s'attendait à toucher le pactole et elle découvre à ce moment-là, dans le bureau de l'assureur, qu'elle est totalement déshéritée et qu'elle n'aura rien du tout. Rose ne touchera pas d'héritage. Michel l'a rayé de son assurance vie lorsqu'il a découvert sa liaison. Il va décider de changer la clause qui concerne le bénéficiaire et il va substituer son papa, Domenico Zirafa, à Rose. Cette modification de contrat, Michel seul en avait connaissance. D'après le témoignage de l'assureur, Rose ne cache pas sa déception. Et pour les gendarmes, un mobile financier se dessine, car la veuve comptait toucher les 300 000 euros d'assurance. Et ce n'est pas tout. Depuis la mort de son mari, son comportement avec l'argent les intrigue. Après le décès, Rose, elle continue à se servir sur les comptes et en tout cas, les investigations démontrent qu'en l'espace d'un mois, elle a pu, après le décès de Michel, elle est capable de faire pour plus de 5 000 euros d'achats vestimentaires. Produits de luxe, ce genre de choses. Donc, ça correspond pas trop au comportement de la veuve éplorée. Ça ferait plutôt un petit peu même veuve joyeuse, je dirais. Rose devient alors la principale suspecte. Mais les enquêteurs continuent leur recherche dans la plus grande discrétion, car ils ne veulent pas éveiller ses soupçons. Ils analysent le contenu des téléphones du couple, et là, ils découvrent des éléments très compromettants. On découvre quelque chose quand même de très très surprenant, c'est qu'elle a consulté 175 pages sur Internet ayant trait aux armes à feu. Et on s'aperçoit qu'en novembre 2017, donc on est quand même en amont du meurtre, a été tentée une commande de cartouches
qui correspondrait à l'arme du crime. Cette commande a été faite via aussi une adresse mail pour confirmer qui est l'adresse mail de la pizzeria gérée par Rose. On découvre que cette précommande n'a pas pu être honorée parce qu'il fallait donner un nom et s'identifier parce qu'il s'agit de cartouches. C'est plus qu'intriguant, c'est-à-dire que là, sachant que certaines recherches ont plusieurs mois, là on est même face à une préméditation peut-être du crime. Rose avait-elle tout prévu à l'avance ? C'est ce que soupçonnent les enquêteurs. Les consultations sur les armes à feu et cette tentative de commande de cartouches laissent penser que Rose avait peut-être planifié son crime. Mais impossible de la relier directement au meurtre de son mari, car ses téléphones, Michel les utilisait aussi. Alors les gendarmes ont besoin d'une preuve solide pour la coincer. Et c'est grâce aux écoutes téléphoniques que l'enquête s'accélère. Au fil des mois, Rose et son amant boulanger continuent leur idylle sans se douter qu'ils sont surveillés. Et ils vont faire un faux pas. On va découvrir que Rose et Philippe continuent à entretenir leur relation, mais surtout il va avoir des mots de temps en temps qui vont faire penser qu'il sait quelque chose. Il va notamment à un moment lui parler au téléphone et lui dire « Comment va ma veuve noire ?» Et va lui dire, comme on dit, un mot d'amour, ma veuve noire au venin hyper puissant. Ma veuve noire au venin hyper puissant. La veuve noire, dans le langage populaire, c'est la femme qui tue son mari. Enfin, ces mots-là résonnent dans l'esprit des enquêteurs comme quasiment le signe du top départ. L'étau se resserre brutalement. Le 23 avril 2019, 7 mois après le meurtre de Michel, les enquêteurs décident de placer Rose et son amant Philippe en garde à vue. Ils vont devoir s'expliquer. Et ils sont rentrés à la boulangerie, c'était 6h30 du matin. Ils étaient à peu près au moins 8 ou 10 gendarmes. Philippe Noyer, amant de Rose Filipazzo. Et ils m'ont sauté dessus en me disant « Vous êtes mis en garde à vue pour le meurtre de Monsieur Zirafa ». Et puis après, ils m'ont emmené sur Lyon pour m'interroger, quoi. Rose est, elle aussi, arrêtée sur le champ. Les deux amants sont conduits à la gendarmerie. Ils sont entendus dans 2 salles différentes pour pouvoir confronter leurs versions. L'interrogatoire du boulanger commence avec une question capitale. Pourquoi appelle-t-il Rose sa veuve noire ? Alors je leur ai dit, avec Rose, quand on s'appelle, on se donne toutes sortes de noms d'oiseaux. Et j'ai dit ce jour-là, je l'ai appelée ma veuve noire. Voilà. Et eux, tout de suite, ils ont pensé la veuve noire, l'araignée qui tue le mâle. Enfin voilà quoi. Et des fois, je l'appelais mon crapaud. Je l'ai même appelé ma morue. Vous voyez, mais des trucs. Elle m'appelait mon ours, mon pou. Vous voyez, c'était que des trucs comme ça. Philippe clame donc son innocence et il en est convaincu. Rose non plus n'a rien fait. Dans la 2e salle d'interrogatoire, les gendarmes espèrent déstabiliser Rose avec les éléments découverts sur les téléphones. Et donc, très logiquement, on la questionne sur ces histoires de recherche sur des armes à feu. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et là aussi, elle a réponse à tout. Elle dit que ce portable, finalement, servait à elle comme à Michel. Et c'est peut-être lui qui a fait ses recherches sur ces armes à feu. Rose ne réagit à aucun élément factuel. Elle ne craque pas. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Ça semble glisser sur elle. Alors les enquêteurs changent radicalement de stratégie. Ils m'ont descendu en cellule. Et 10 minutes après, ils ont descendu Rose. Et on était côte à côte. Et j'ai senti que eux, ils sont pas repartis tout de suite. Ils sont restés dans les escaliers pour voir si on allait parler ou pas. Et je lui ai simplement dit, je t'aime. Elle m'a dit pareil. Un quart d'heure après, ils se sont redescendus. Et ils ont été dans sa cellule. Et là, je les ai entendus parler. Et ils lui ont dit, écoute, si tu n'avoues pas, ton copain qui est là à côté, il va tout perdre. Sa boulangerie, il va tout perdre. En fait, les gendarmes ont mis le doigt sur la fibre sentimentale chez cette femme. Et là, changement de décor total.
elle s'effondre et elle dit, craignant que son amant parte en prison, elle dit il est totalement innocent, il n'a rien à voir avec la mort de mon mari, je suis la seule responsable du meurtre. Rose passe aux aveux. C'est bien elle qui a abattu son mari. Et voici ce qu'elle raconte sur la nuit du drame. Une dispute aurait éclaté en sortant d'un dîner en tête-à-tête au restaurant. Elle va expliquer que Michel lui aurait dit « je vais t'enlever tes filles » et ce qu'elle n'aurait pas supporté. Il la menace de la couper de ses filles. Tu ne verras plus tes filles. Janine Bonaggiunta, avocate de la défense. De toute façon, il ne faut absolument pas penser au divorce. Il lui répète, etc. en boucle. Elle explique aussi que Michel va partir, faire un tour. Marie-Harmonie Belloni, avocate des parties civiles. Et quand il va revenir, elle va finir par dire « j'entendais un rire moqueur venant de Michel ». Et ce rire, il ne s'arrêtait plus. Et elle entendra ce rire sonore vraiment et qui va déclencher quelque chose chez elle. Elle va voir qu'il est assoupi. Elle explique qu'à ce moment-là, ce rire était continu, alors même elle expliquait en parallèle que son mari dormait. Et elle part dans la chambre. Ça sera en pilote automatique, quoi. Elle sait qu'il y a une arme sous le lit, qu'il a mise, qui est chargée. Elle le sait aussi. Et elle va donc revenir avec cette arme. Et le rire sera toujours dans sa tête. Elle va s'approcher du canapé. Elle va tirer en ne regardant pas vers lui, en tournant la tête. Et elle va repartir à ce moment-là, sans regarder Michel, dit-elle. Elle repart, l'arme en main. Rose se précipite dans sa voiture et fait la route jusqu'à Pouilly sous Charlieu. En chemin, elle jette son arme dans un cours d'eau. Puis elle arrive chez elle, seule, face à elle-même. Et là, elle se retrouve dans un état de panique, un état de confusion extrême. Elle se demande même si elle n'a pas rêvé cette scène, parce qu'elle était dans un tel état que c'est fort possible. Rose, finalement, ne pensera jamais qu'elle a pu le tuer. À aucun moment. D'ailleurs, elle explique qu'au moment où elle découvre le corps de son mari, une semaine plus tard, elle n'arrive pas à croire que c'est vraiment elle qui l'a tué. À l'issue de ses aveux, Rose Filipazzo est mise en examen pour meurtre sur conjoint. Et Philippe Noyer, le boulanger, ressort libre, lavé de tout soupçon. Quand ils m'ont relâché, je me suis dit, s'ils la gardent, c'est qu'il y a eu quelque chose. Donc je suis rentré chez moi et quelques heures après, j'ai eu la confirmation qu'elle avait avoué, quoi. Rose est incarcérée. Et l'annonce de son arrestation bouleverse toute la famille. Le clan finira même par se scinder en deux. Lorsque le père de Michel découvre que Rose est l'auteur du crime de son fils, c'est réellement le coup de massue pour lui. C'est l'incompréhension, c'est la colère, c'est pourquoi en arriver à un tel geste, pourquoi ne pas avoir avoué avant, pourquoi être resté dans le silence pendant des mois et des mois. Le père de Michel est révolté. La duplicité de sa belle-fille est pour lui impardonnable. Les proches de Rose, eux aussi, sont bouleversés par la nouvelle. C'est vrai que ça fait un choc. Je me suis dit, quand est-ce qu'on va se revoir? C'est vrai que ça fait mal. Enfin là, on nous dit qu'elle sera incarcérée le soir même. Et c'était vraiment choquant. Joséphine, sœur de Rose Filipazzo. Ah là, c'est même pas le ciel qui vous tombe sur la tête, là. C'était vraiment immense. Je me suis dit, qu'est-ce qui a fait que elle en est arrivée à tuer son mari, en fait? C'est une autre enquête qui démarre. Car depuis sa cellule, Rose lance une nouvelle piste pour expliquer son geste. Elle affirme qu'elle a été la victime de violences conjugales pendant 28 ans et que c'est pour cette raison qu'elle aurait fini par commettre ce geste fou.
Derrière les barreaux, elle commence à raconter ses années de calvaire. Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois au parloir, je donne toujours un cahier où je conseille toujours d'écrire. Pour elle, bien sûr, avant tout. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça fait tout sortir, ce qui permet finalement d'avancer. Toutes les nuits, Rose écrit des pages et des pages. C'est sa version de l'histoire. Elle raconte que tout a commencé avec la jalousie maladive de son mari. Selon elle, il la surveillait en permanence et la rabaissait pour un oui, pour un non. Un récit glaçant, dont voici un extrait. Je le supplie d'arrêter, j'en peux plus, je tremble. Il a le regard mauvais. Arrête, ou je vais tout exploser. Je dois passer mon temps à te surveiller. Je pourrais gagner plus d'argent et je peux pas à cause de toi. Je vais te faire couler. Il m'attrape par les cheveux et commence à me donner des coups de pied. Il me crache au visage. Et elle m'enverra 300 et quelques pages. Et donc moi je suis vraiment imprégnée de ce qu'elle me raconte et je la crois. Les anecdotes insoutenables se succèdent sans la moindre rature. Elle raconte des violences psychologiques, des violences physiques, mais surtout des humiliations devenues quotidiennes. Elle révèle tous les symptômes d'une femme maltraitée. Tout le monde a cru qu'on s'entendait bien parce que, voilà, il me faisait des cadeaux, etc. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Mais en fait, c'est un homme violent. Et surtout, il voulait me dominer. Il voulait que je lui appartienne, corps et âme. Elle n'est jamais bien, elle n'est jamais assez, elle est de plus en plus contrôlée, et puis ça se dégrade de plus en plus. Tu es sale, tu es un déchet, tu me dégoûtes. Elle décrit des scènes qui se déroulent à l'abri des regards. Son amant a longtemps ignoré les violences dont elle se dit victime, jusqu'à ce que, dit-il, il découvre des traces et qu'il insiste pour la faire parler. Alors j'avais remarqué sur elle, sous sa poitrine gauche, 2 ou 3 côtes qui se chevauchaient. Et ça lui faisait une bosse. Et quand je lui ai demandé ce que c'était, elle m'a dit je suis tombé dans les escaliers. Donc je l'ai pas cru. J'ai dit arrête, c'est pas possible. Philippe Noyer, amant de Rose Filipazzo. Et c'est là où elle m'a avoué que un jour il lui a mis un coup de poing. Ça lui a remonté les côtes. Et voilà quoi. Et j'avais remarqué aussi une fois, j'avais mis ma main dans ses cheveux comme ça et j'ai senti une grosse bosse à l'arrière. Et là pareil, après elle m'a avoué qu'il l'avait jeté par terre. Ça me faisait mal. J'avais qu'une envie, j'aurais voulu pouvoir lui démonter la tête quoi. C'était Philippe explique aux enquêteurs qu'à l'époque, Rose l'empêche d'intervenir par peur des représailles. Et même à sa sœur, dont elle est si proche, elle ne racontera rien. C'est seulement depuis qu'elle est en détention qu'elle ose enfin se livrer. Quand elle est rentrée en prison, elle m'a envoyé un courrier, une lettre. En gros, elle m'a expliqué des souffrances qu'elle a eues. Pareil, quand elle me dit que à chaque nouveau cadeau, je venais de subir des calvaires incroyables. Et là, monsieur venait se faire pardonner en lui offrant des énormes cadeaux, parce que une voiture, une BMW, une deuxième voiture, une Mercedes ou des gros bijoux en or, avec un peu de recul, on se dit quelle était la taille de la maltraitance par rapport aux cadeaux qu'on voyait. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que le drame de ce couple se trame à huis clos et que de l'extérieur, c'est une famille idéale. À l'époque, Joséphine est à 1000 lieues d'imaginer l'enfer qu'aurait vécu sa petite sœur. Depuis sa prison, Rose continue de livrer un récit bouleversant qui va crescendo dans l'horreur. Elle raconte que elle subit des sortes de viols conjugaux. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Que le dimanche, c'est devenu comme un rituel. Son mari expédie les filles à l'étage avec interdiction de descendre.
Interrogée par les enquêteurs, la fille cadette du couple racontera les sévices qu'aurait subis sa mère en silence. À chaque fois, elle ressortait de la chambre, vraiment, elle pleurait, disait la fille. Janine Bonaggiunta, avocate de la défense. Donc elle voyait qu'il s'était passé vraiment des actes qui ne correspondaient pas à ce que voulait la mère. Je pensais pas que ça aurait pu aller si loin et si grave, en fait. Bien sûr que c'est très douloureux, c'est hyper douloureux. Si j'avais su ça, je vous garantis que... Voilà. Mais ça aussi, moi, j'y ai su, voilà, bien après. Franchement, je sais pas, ouais, j'arrive pas à comprendre. Même encore maintenant, ça me... Ah ouais. Si elle l'avait pas tué, c'est lui qui l'aurait fait. Ça, j'en suis sûr et certain. Et quelque part, lui, c'est la victime puisqu'il est plus là. Mais elle, c'est une victime aussi, de toute façon. Après ce qu'elle a subi, voilà. Après le récit de Rose, les enquêteurs cherchent à vérifier ces déclarations. Et ils ont la confirmation que 2 plaintes, en janvier puis en juillet 2017, ont bien été déposées avec un certificat d'interruption totale de travail de 6 jours. Mais ces signalements sont finalement classés. Dès lors, sans suite de la justice, elle se mure dans le silence. En fait, Rose parlera des violences qu'elle subit, mais tardivement. Parce qu'elle n'ose pas, parce qu'elle peut pas, parce que les représailles seraient terribles. Et elle craignait pour sa vie, pour celle de son amant. Donc elle savait que l'issue était fatale, un jour ou l'autre. Je ne suis pas d'accord sur l'argumentation de la défense de dire elle n'avait pas d'autre choix, elle était victime de violence, elle vivait dans la peur. Marie-Harmonie Belloni, avocate des parties civiles. La réalité, elle n'est pas celle-ci. Là, on sait que Rose, depuis 2 ans, elle avait un lien permanent, continu avec son amant. Il serait plus juste, à mon sens, de dire que la relation de Rose et Michel était devenue une relation toxique pour les 2. Pour les enquêteurs, des zones d'ombre subsistent. Les violences conjugales que Rose décrit pourraient être une stratégie de défense. En effet, selon eux, elle prévoyait de refaire sa vie avec son amant et elle avait un mobile possible, l'argent. Alors, Rose encourait-elle un grave danger, comme elle le prétend, au point d'en arriver à tuer son mari pour se libérer de son emprise? Ou au contraire, serait-elle la veuve noire qui aurait tout orchestré pour refaire sa vie avec son amant? C'est la question centrale du procès à venir. Et l'enjeu est de taille, car Rose risque jusqu'à 30 ans de prison. Mais si elle convainc les jurés qu'elle est aussi une victime dans cette affaire, elle peut espérer une peine beaucoup moins lourde. Il va falloir démêler le vrai du faux. Le procès de Rose Filipazzo s'ouvre le 2 novembre 2022 devant la cour d'assises de Lyon, 4 ans après la mort de Michel. Dans le box, la mère de famille paraît abattue. En fait, quand je suis rentrée dans cette salle d'audience, la peur de découvrir les traits de son visage. Joséphine, sœur de Rose Filipazzo. La peur de réaliser aussi que c'est ma sœur que j'aime tant, qui se retrouve du côté des accusés. C'est douloureux de voir ça. C'est très douloureux. Dès l'ouverture des débats, l'avocate de la défense attaque très fort. Elle fait citer la fille cadette du couple qui vient dresser un portrait édifiant de son père. Quand elle va arriver à la barre, c'est elle qui va réellement donner le ton du procès. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Parce qu'elle va arriver en disant qu'elle a pris une décision depuis quelque temps, c'est qu'en fait, elle a décidé de rayer son père de sa mémoire. Elle dit, mais en fait, sa mort est une libération. À tel point qu'elle a abandonné le nom de famille de son père pour prendre celui de sa mère.
Elle va livrer un témoignage assez important et qui fait un peu froid dans le dos. C'est-à-dire qu'un jour, la fille cadette a un petit chien, en fait. Et le petit chien aurait mordillé le siège de la voiture du père. Et du coup, le père serait rentré dans une sorte de folle rage et aurait poursuivi le chien dans la maison avec un couteau à la main pour tuer le chien de sa fille, en fait. Donc, on imagine évidemment l'horreur de la scène. La petite se réfugie dans sa chambre et ferme la porte à clé avec son chien pour visiblement lui sauver la vie. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va traumatiser cette gamine. Ce jour-là, elle s'est rendue compte de quoi il était capable. Parce qu'il était terrifiant, dira-t-elle. Il était terrifiant dans ces crises de colère qui arrivaient brusquement et surtout très fréquemment. La fille aînée vient témoigner à son tour. Et comme sa cadette, elle fait bloc derrière sa mère. Clairement, ce qui se dessine, c'est que Rose était la victime et que si elle n'avait pas tué son mari, elle y serait sans doute passée à son tour, quoi. À la barre, l'expert psychiatre vient d'ailleurs confirmer que le climat de violence à la maison a pu altérer le discernement de Rose au moment des faits. Mais le père de Michel, seule partie civile venue défendre la mémoire de son fils, n'est pas d'accord. Il affirme que Rose a tout inventé et qu'elle manipule ses filles depuis le début. Selon lui, elle récite mot pour mot les écrits de leur mère. Et il serait presque un terroriste, comme il est là. Domenico Zirafa, père de Michel. Non, mais ça va bien, non? Et c'est elle qui a monté la tête à tout le monde. Ma foi, on verra bien ce que la vie nous réserve, on verra bien. Ils n'ont pas été honnêtes tous, une fois qu'ils payeront tous. Il a perdu son fils et aujourd'hui, il a un petit peu l'impression qu'on fait le procès de son fils quelque part et surtout, on essaye de salir son image pour que ça porte intérêt à la défense. Et on se rend compte qu'en réalité, tous les propos tenus aujourd'hui par les deux filles, c'est ni plus ni moins ce qu'a pu dire leur mère, ce qu'a pu écrire leur mère. Donc c'est ça qui est troublant, c'est ça qui est réellement troublant. Mais la défense n'en démord pas. Je suis absolument pas d'accord. Elles n'ont pas réécrit l'histoire. Elles ont vécu l'histoire. Janine Bonaggiunta, avocate de la défense. Elles ont eu beaucoup de temps pour réfléchir. Et aujourd'hui, les scènes leur reviennent. Et je crois qu'elles ont vraiment fait le point sur leur vie passée avec leurs parents. Alors le jury va-t-il accorder du crédit au témoignage des filles ? Les parties civiles, de leur côté, remettent leurs déclarations en doute. Avant l'arrestation de leur mère, les enfants n'ont jamais décrit leur père comme un homme violent. Difficile de savoir où se situe la vérité. De plus, la relation de Rose avec son amant risque de semer le trouble dans l'esprit des jurés. Pour l'avocat général, Rose n'est pas la victime qu'elle prétend, et il demande une sanction lourde, 16 ans de réclusion criminelle. Après 5 heures de délibération, le verdict tombe. Rose est condamnée à 12 ans de prison pour le meurtre de son mari. La cour a entendu que dans cette famille, dans ce huis clos familial et dans cette pathologie de couple, tout n'était pas noir, tout n'était pas blanc, ni d'un côté ni de l'autre. Marie-Harmonie Belloni, avocate des parties civiles. C'est une peine qui me paraît parfaitement juste. La justice a été rendue. Il y a quand même un petit fond d'injustice. Joséphine, sœur de Rose Filipazzo. Je me disais que ses souffrances étaient importantes. Et c'est pour cette raison que j'ai pensé qu'elle allait prendre moins. Néanmoins, ça aurait pu être pire. Et j'espère que les gens comprendront. Ma foi, elle a beaucoup souffert quand même. Et tout ce qui a été dit est vrai, en fait. Rose Filipazzo n'a pas fait appel de la décision. Elle espère pouvoir demander une remise en liberté à la moitié de sa peine pour commencer une nouvelle vie. Pour ses filles et pour moi, on a qu'une chose, c'est qu'elles sortent de prison le plus rapidement possible, si on pouvait. Philippe Noyer, amant de Rose Filipazzo.
Et voilà, quoi, c'est... Et puis lui dire qu'on l'aime, quoi, voilà. Et que je l'attendrai, que je serai toujours là pour elle. Elle peut compter sur moi. Voilà. Pour Domenico, le père de Michel, la douleur reste immense. Quel que soit le verdict, la famille est brisée et le clan ne vivra plus jamais comme avant. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Vous écoutez Chronique criminelle par Jacques Pradel. Dans cet épisode, l'affaire Troadec. Le meurtre des Troadec. Cette affaire a tous les ingrédients d'un roman noir. Une famille entière qui disparaît, une scène de crime sanglante et des indices improbables semés par un suspect insaisissable. Le tout sur fond de mystérieux trésors en lingots d'or. Alors, que s'est-il passé dans la maison de cette paisible famille bretonne ? Pourquoi les Troadec ont-ils été massacrés ? La réponse dans cette nouvelle enquête de Chronique criminelle. Orvaux, une grande ville dans la banlieue de Nantes, 25 000 habitants, un des poumons économiques de la région. C'est ici que vit la famille Troadec. Originaires de Bretagne, ils sont propriétaires de ce petit pavillon situé au milieu de la rue d'Auteuil, dans un quartier tranquille et résidentiel. C'est une famille discrète. Le père, Pascal, a 49 ans. Il est électricien dans une entreprise de panneaux de signalisation. Il est marié depuis près de 30 ans à Brigitte, qui, elle, est employée au Centre des impôts de Nantes. On est là dans une famille des plus normales. Olivier Bois, reporter à RTL. À première vue, les voisins les connaissent pas très bien. Il y a à peu près rien à signaler sur eux. Ce sont des gens discrets. Anne-Sophie Martin, journaliste. Qui ont leurs collègues de travail, mais on n'a pas l'impression qu'ils aient à Orvaux un tissu relationnel très développé. Ce sont des gens qui vivent discrètement. Le couple a 2 grands-enfants, Sébastien, 21 ans, et Charlotte, 18 ans. Tous les 2 sont étudiants et n'habitent plus à la maison. Mais ils rentrent régulièrement, et notamment durant les vacances scolaires. Et justement, ce jeudi 16 février, ce sont les vacances d'hiver. Toute la famille est réunie dans la petite maison d'Orvaux. En fin de journée, Brigitte, la maman, et sa fille Charlotte décident d'aller chercher le repas du soir, des sushis. Tout le monde semble heureux de se retrouver enfin en famille. Pourtant, une semaine plus tard, le 23 février, à l'autre bout de la Bretagne, Hélène, la sœur de Brigitte Troadec, est inquiète. D'ordinaire, les 2 sœurs s'appellent quotidiennement. Mais là, plus aucune nouvelle depuis 6 jours. Brigitte Troadec, elle a des contacts très réguliers avec sa famille, notamment l'une de ses sœurs, Hélène, qui l'a quasiment tous les 2 jours au téléphone. Elle se donne des nouvelles très régulièrement. Le téléphone est sur messagerie et ça l'inquiète. Jean-Marc Bloch, criminologue et ancien directeur de la PJ de Versailles. Parce que normalement, sa sœur répond au téléphone. Au bout du fil, elle n'a jamais personne. Jean-Marc Ducos, journaliste spécialiste des faits divers. Elle n'a rien, elle n'a plus de contact. Voilà, là, l'inquiétude commence à grandir. Car en plus, ce sont tous les téléphones de la famille qui restent muets. Hélène appelle alors le bureau de sa sœur. Mais là également, ils sont sans nouvelles de Brigitte. C'est pas dans les habitudes de Brigitte. Nora Moreau, correspondante du journal Le Parisien, aujourd'hui en France, à Brest. De ne pas se présenter à son travail, de pas être présente et de pas répondre.
Alors Pascal, lui, devait reprendre le travail le lundi, et ce qui est très inhabituel pour lui, il ne se présente pas, il n'est pas présent au travail. Lui aussi, il est absent, et sans raison, sans que personne n'ait les raisons de cette absence. Hélène décide alors de prévenir la police. 4 personnes qui disparaissent sans donner de nouvelles, les policiers aussi trouvent cela étrange. On a 4 personnes qui se sont volatilisées sans jamais avoir rien signalé ou avoir prévenu leurs proches qu'ils partaient là ou ailleurs. La police envoie aussitôt une patrouille au pavillon de la famille Troadec. Sur place, personne ne répond. Les policiers décident alors d'investir les lieux. Ils découvrent une maison qui est totalement vide, avec les voitures, en tout cas les 2 voitures des parents qui sont toujours là. Et là, avec une visite sommaire, ils ont tout à fait raison d'ailleurs de faire une visite sommaire, parce qu'il faut pas brouiller les traces. Là, ils constatent quand même qu'il y a personne dans ce pavillon, et que c'est curieux, que c'est bizarre. Ils se rendent compte que les draps de la maison ont été nettoyés. Certains sont en train de sécher à l'extérieur, certains sont toujours dans la machine à laver. La vaisselle n'est pas lavée, la vaisselle est dans l'évier. Comme si les personnes avaient dîné là sans prendre le temps de ranger. On a l'impression que la vie s'est arrêtée soudainement dans cette maison. Dans toute la maison, aucun téléphone, aucune tablette. En revanche, les chargeurs sont toujours reliés aux prises électriques, comme si on avait emporté tous les appareils. Et ce n'est pas tout. Les policiers devinent qu'il y a eu des traces de lessivage. Voilà, ça sent un peu trop le propre, comme si on avait voulu effacer des traces. Tout de suite, ils perçoivent qu'il s'est passé des choses dans cette maison. La police judiciaire est très rapidement saisie de cette disparition inquiétante. La police scientifique, elle aussi, est appelée en renfort. Et dans l'une des chambres, les policiers ne tardent pas à faire les premières découvertes inquiétantes. Alors, il y a d'une part la montre de la mère de famille qui est cassée et qui est ensanglantée, et puis il y a le portable de Sébastien qui est couvert de sang. Des traces de sang sur le téléphone et sur l'oreillette du téléphone portable. Donc ça, c'est un élément très inquiétant. Les experts passent la maison au peigne fin. Et surtout, ils pulvérisent du Blue Star, un produit capable de révéler des traces de sang invisibles à l'œil nu. Et ce qu'ils découvrent confirme leurs soupçons. Il y a des traces de sang, et plus que des traces de sang, il y a du sang partout. Il y en a un peu dans tout le pavillon. Ça a été nettoyé, mais un peu dans tout le pavillon. Ce qui laisse dès le début supposer qu'il y a eu beaucoup de sang. Et très rapidement, ils comprennent qu'il y a eu dans cette maison une scène d'une très grande violence. Et donc tout ça ressemble à une scène de crime. On sent qu'on a affaire à une affaire qui va être peut-être longue, compliquée, difficile et grave. Les policiers n'ont plus aucun doute. Un drame s'est déroulé ici. Venons-en maintenant à cette affaire troublante à Orvault, près de Nantes. Une famille de 4 personnes a disparu depuis maintenant 9 jours. Des traces de sang ont été retrouvées à leur domicile. Les Troadec font maintenant la une de tous les journaux. Des avis de recherche sont diffusés partout en France. Dans ce genre de situation, on a toujours 2 hypothèses. La piste extérieure, quelqu'un qui est venu de l'extérieur et qui est entré dans ce pavillon pour agresser toute cette famille, ou la piste intérieure, un drame intrafamilial, un membre ou 2 membres de la famille qui se sont déchaînés contre le reste de la famille. Pour tenter de comprendre les raisons de cette mystérieuse disparition, les enquêteurs se plongent dans la vie de la famille Troadec. Ils analysent les relevés téléphoniques et fouillent les comptes des différents réseaux sociaux des parents et des enfants à la recherche du moindre indice. Et rapidement, ils font une première découverte. Le dernier signe de vie de la famille Troadec date maintenant de 10 jours, dans la nuit du 16 au 17 février. Il émane du fils, Sébastien. On va retrouver des déclarations qu'il a faites sur Internet, parce que c'est quelqu'un qui a une vie assez riche, en tout cas par le passé. Sur les réseaux sociaux, il a un pseudonyme, il se fait appeler Sébi. C'est un garçon qui est accro aux jeux vidéo, mais comme beaucoup d'ados de son âge, il a 21 ans, il a eu une période adolescente un peu rebelle, il est toujours un petit peu en conflit avec son père. Sans doute un peu mal dans sa peau, et il laisse transpercer une sorte de rancœur vis-à-vis de son père.
Le jeune homme est très actif sur les sites de conversation instantanée et sa dernière connexion remonte à la nuit de la disparition. Le fils Sébastien Troadec s'est connecté sur son téléphone à Internet dans la nuit pendant à peu près 45 minutes. Et cette nuit-là, tous les téléphones portables vont être éteints. Le dernier étant celui de Sébastien. Il est éteint à 3h15 du matin. Un dernier signe de vie au milieu de la nuit, et puis plus rien. Mais l'analyse des réseaux sociaux de la famille se révèle riche d'enseignements, et c'est un portrait plus complexe qui se dessine. Parmi les nombreux contes du fils, Sébastien, l'un d'eux attire tout particulièrement l'attention des enquêteurs. Sous le pseudonyme de Sébi, le jeune homme décrit un climat familial chaotique. Pire encore, le fils semble vouer à son père une haine tenace et il le décrit comme étant alcoolique et parfois violent. Sébastien, c'est un ado qui est en rébellion et qui est en conflit avec son père, donc qui pouvait avoir tendance à faire des bêtises. Pour les enquêteurs, ces rapports difficiles entre le père et le fils sont d'autant plus troublants que seule la voiture de Sébastien a disparu. Donc c'est vrai que Sébastien, dans un premier temps, ça paraît un peu curieux, sa voiture a disparu. Ça oriente un petit peu évidemment les premiers soupçons, qui ne sont que des soupçons, vers la personne dont la voiture a quitté la maison. Aussitôt, dans la presse, un premier scénario se dessine, celui d'une tuerie familiale. La thèse d'un enfant replié sur lui-même, passionné de jeux vidéo, pétri de haine à l'encontre de ses parents et qui aurait décidé de se venger. Dans ce genre d'affaires, on peut tomber souvent sur un cadre d'implosion intrafamiliale. Nora Moreau, correspondante du journal Le Parisien, aujourd'hui en France, à Brest. Où là, on a un fils ou un père qui pète les plombs et qui nourrit des rancœurs depuis des années ou qui tout simplement a un coup de folie. Le coup de folie est pas non plus à écarter. Une piste d'autant plus crédible que tout le monde a encore en mémoire une autre affaire de tuerie familiale. En plus, on est à Nantes. Jean-Marc Bloch, criminologue et ancien directeur de la PJ de Versailles. Et il y a le précédent Dupont de Ligonnès. Et là, toute la presse est en train, très rapidement, de comparer ce qui s'est passé à Orvault avec l'affaire Dupont de Ligonnès. 6 ans plus tôt, en 2011, l'épouse et les 4 enfants de Xavier Dupont de Ligonnès sont retrouvés abattus et enterrés dans le jardin de la maison de famille. Tous les soupçons convergent vers le père, mais celui-ci prend la fuite et disparaît sans laisser de traces. Tout le monde commence à se dire c'est la même chose. On fait des points de comparaison. Une famille entière qui disparaît, c'était pareil pour Dupont de Ligonnès, la famille entière disparaît. Il y a des similitudes entre ces deux affaires. Anne-Sophie Martin, journaliste. Entre ces deux drames familiaux, c'est que l'on retrouve les deux maisons avec une certaine mise en scène à l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est inspiré de cette affaire ? Jean-Marc Ducos, journaliste spécialiste des faits divers. Est-ce qu'on est dans une affaire similaire ou pas ? Donc là, ce syndrome, ce traumatisme de l'affaire Ligonnès ressurgit. Les deux affaires ont eu lieu dans la région nantaise, à quelques kilomètres de distance. Ensuite, dans les deux cas, l'enquête a permis de révéler que les deux familles cachaient des secrets. Un possible climat de violence pour l'affaire Troadec et des dettes importantes dans l'affaire de Ligonnès. Mais surtout, les policiers découvrent un élément encore plus troublant.
Sébastien Troadec, le fils, a fréquenté le même lycée qu'un des enfants de Xavier Dupont de Ligonnès. Sébastien Troadec et Arthur Dupont de Ligonnès font une scolarité en BTS informatique, qui plus est, c'est la même section, au lycée Saint-Gab, on l'appelle comme ça, au lycée Saint-Gab de Saint-Laurent-sur-Sèvre, qui est donc près de Nantes. Les deux jeunes hommes ne se sont jamais rencontrés, mais cette proximité, cette ressemblance entre les deux drames jette le trouble. D'après certains spécialistes, Sébastien Troadec pourrait avoir agi en copycat, un terme américain pour désigner un tueur qui copie les méthodes d'un autre. C'est comme quand on regarde un film, à force de regarder des films, des thrillers, etc., on peut très bien penser à des détails et puis accomplir au moment du passage à l'acte, reproduire un peu ces détails de modus operandi. Sébastien, il a été présenté comme un tueur potentiel, comme l'éliminateur, le grand faucheur de sa famille. La presse fait rapidement du jeune homme un suspect. Mais dans son entourage, personne ne veut croire à cette hypothèse. Alors eux, ils n'y croient pas du tout. Ils disent le contraire. C'est un mec sympa, c'est un mec qui fait la fête avec nous, il est ouvert, il discute, etc. Ils disent mais c'est pas possible. Il ne peut pas avoir fait un truc comme ça lui ressemble pas du tout, du tout, du tout. Ses amis au lycée le décrivent au contraire comme un bon vivant, un garçon aimant faire la fête et passionné par ses études d'informatique. Oui, t'es très gentil, assez réservé, mais très gentil. Tristan Aubert, camarade de classe et voisin de Sébastien Troadec. Après, il parlait pas non plus à tout le monde, mais il était quand même assez ouvert, très sociable, même en tout cas même avec les autres classes et tout. Il allait beaucoup aux fêtes qu'il y avait, les fêtes d'étudiants. Et on constate que depuis qu'il est rentré en BTS, ça va mieux. Il sort, il fait un peu la fête avec ses copains, il a des copains, et il s'ouvre beaucoup plus au monde extérieur qu'avant. On n'est plus du tout dans l'adolescent un peu renfermé qu'il aurait pu être, qu'il a été d'ailleurs à une époque. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un garçon, encore une fois, qui a trouvé sa voie, il sait ce qu'il veut faire, le conflit s'est apaisé avec son père, tout va beaucoup mieux. Au même moment, les résultats des analyses de la police scientifique viennent jeter encore un peu plus le trouble sur l'enquête. Les traces de sang relevées dans la maison d'Orvaux appartiennent au père, à la mère, mais aussi à Sébastien, et les trois ont visiblement perdu beaucoup de sang. Pour les enquêteurs, le mystère s'épaissit, et l'affaire va alors rebondir à 300 km de là. Voilà maintenant 2 semaines que la famille Troadec n'a plus donné signe de vie. Le 1er mars, à Dirinon, près de Brest, à l'autre bout de la Bretagne, une jeune femme fait son jogging en lisière de forêt. Quand au bord du chemin, elle aperçoit un pantalon abandonné. Elle repère un pantalon qui, semble-t-il, est tout à fait neuf. Olivier Bois, reporter à RTL. Ça l'intrigue, et dans le pantalon, elle va trouver la carte vitale au nom de Charlotte Troadec. Et là, ça donne un coup d'accélérateur extraordinaire. Ça transporte l'enquête qui était à Nantes, qui est à Orvaux, ça la transporte d'un seul coup au fin fond du Finistère, à côté de Brest. Alertée, la police boucle aussitôt le périmètre et ratisse les lieux. Et un peu plus loin, il découvre un autre indice, 2 bandes dessinées appartenant à Pascal, le père. On se retrouve vraiment à l'autre bout de la Bretagne, on est à 270 km. Nora Moreau, correspondante du journal Le Parisien, aujourd'hui en France, à Brest. Voire plus. Et il y a une sorte de jeu de piste, de jeu du petit pousset qui s'installe au fil des jours, qui est incompréhensible. Voilà, là, il y a quelqu'un qui joue avec les enquêteurs. Quel est ce petit poussé criminel qui vient semer ces éléments? Et c'est là que l'affaire est devenue intéressante, où on s'est dit, ça sort quand même de l'ordinaire, c'est pas une famille qui disparaît ou qui a été enlevée, séquestrée, ou un drame intrafamilial qu'on comprend pas. On est dans quelque chose qui est complètement hors norme. Une partie du drame s'est donc jouée ici, près de Brest. Toute la zone est fouillée, les moindres chemins, le moindre bosquet, tout est inspecté à la recherche de nouveaux indices.
avec l'aide de la gendarmerie. Ce sont près de 80 gendarmes qui vont se mettre en route dans les heures qui suivent pour ratisser toute cette zone boisée. Il y a un hélicoptère tout de suite qui tourne autour. Il y a une équipe avec un chien renifleur qui arrive également. Et pendant 2 ou 3 jours, cette recherche va être très importante. Les cours d'eau vont être sondés pour voir s'il n'y a pas de corps. C'est vraiment, on se dit à ce moment-là, une piste à suivre et en tout cas à faire à fond pour être sûr qu'il n'y a pas autre chose dans cette zone. Mais vous comprenez bien que, étant donné Richard Pégourier, colonel de gendarmerie. la nature des éléments qui ont été découverts hier, on ne peut pas exclure totalement, effectivement, l'hypothèse de trouver des corps. Malgré les moyens déployés, les gendarmes ne retrouvent dans cette zone aucune autre trace de la famille disparue. Mais le lendemain, c'est à Saint-Nazaire, à 60 km d'Orvaux, que l'enquête rebondit une nouvelle fois. Une boulangère découvre la voiture grise de Sébastien, le fils Troadec. La voiture, immatriculée en Ariège, celle que toutes les polices recherchent, aurait été déposée pendant la nuit sur un parking. Ouais, moi je l'ai vue samedi. Voilà. La mémoire des chiffres et j'ai vu que c'était, elle venait du département 09. Donc voilà, c'est tout. On est plutôt habitué au 44 ici. Alors là, c'est encore l'énigme parce que on n'est plus dans le Finistère, on n'est pas à Nantes, Saint-Nazaire, c'est pas très loin de Nantes. Jean-Marc Bloch, criminologue et ancien directeur de la PJ de Versailles. C'est une demi-heure de Nantes, mais en fait, c'est pas Nantes non plus. Que fait cette voiture à cet endroit-là? Là, c'est incompréhensible. La voiture du fils retrouvée à Saint-Nazaire, une maison familiale ensanglantée à Orvaux, et enfin un pantalon et des documents d'identité près de Brest. Pour les policiers, l'enquête prend des allures de puzzle macabre. Et là, maintenant, on a 3 endroits. Il y a la maison d'Orvaux, il y a le Finistère, et il y a Saint-Nazaire avec cette voiture, ce parking. Et cette voiture, elle va être épluchée de fond en comble pour essayer de trouver toutes les traces qu'on peut trouver et à l'intérieur de l'habitacle et sur la carrosserie. Le véhicule est donc confié à la police scientifique. La voiture a été soigneusement nettoyée, mais les experts parviennent à relever quelques traces. Devant cette avalanche d'éléments troublants, le procureur de Nantes, Pierre Sénès, convoque les journalistes à une conférence de presse. Loin de la thèse du fils tueur, jusque-là privilégiée par les médias, le procureur temporise. Les scénarios, c'est peut-être un drame familial, c'est peut-être l'intervention d'un tiers, je n'en sais rien, parce que les éléments que je vous ai décrits laissent planer toutes les hypothèses possibles. Ils continuent de croire à ce moment-là, même s'il y a énormément de traces de sang et en importante quantité, en tout cas retrouvées dans la maison, ils espèrent en tout cas que la famille ou une partie de la famille est encore vivante. Jamais les enquêteurs ni le procureur n'ont fermé la porte à une intervention extérieure. À cet instant, au cœur de l'enquête, la piste d'un tueur étranger à la cellule familiale commence même à se dessiner. Depuis le début de l'affaire, un homme, dans l'entourage de la famille, intrigue tout particulièrement les enquêteurs. Il s'appelle Hubert Cahuissin et c'est le compagnon de Lydie Troadec, la sœur de Pascal Troadec, le père de famille disparu. Le couple possède ce pavillon à Plouguerneau, près de Brest, une maison au jardin en friche et qui semble mal entretenue. Interrogé une première fois au début de l'enquête, Hubert Cahuissin n'a pas caché aux inspecteurs qu'il déteste son beau-frère et que les deux familles sont fâchées depuis longtemps. Hubert Cahuissin est déjà passé en garde à vue une première fois, vraiment au début de l'enquête. Dans sa première garde à vue, il raconte aux enquêteurs qu'ils sont fâchés depuis au moins 3 ans. Qu'ils avaient cessé toute relation, qu'ils ne se voyaient plus. Qu'ils n'ont plus aucun contact. Et qu'ils n'étaient jamais allés les voir. Pas de quoi en faire un suspect. Les policiers prélèvent l'ADN d'Hubert Cahuissin avant de le relâcher, sans l'inquiéter.
Mais depuis 2 semaines, les experts de la police scientifique ont fourni un travail considérable. Ils ont effectué des centaines de relevés et de prélèvements, et chaque empreinte, chaque trace ADN est méthodiquement analysée. Et bientôt, au milieu de toutes ces informations, un ADN attire leur attention. Un ADN masculin, celui d'Hubert Kawissin, étonnamment retrouvé dans la maison d'Orvaux. Il y a ce fameux verre Jean-Marc Ducos, journaliste spécialiste des faits divers. posé dans l'évier qui porte des traces très fraîches d'ADN, alors qu'il vient de prétendre quelques jours auparavant qu'il n'avait plus de contact, qu'il n'était jamais allé, qu'il ne le connaissait plus, qu'il n'y allait plus. Or, c'est extrêmement curieux puisqu'il dit n'avoir aucun contact depuis 3 ans. Un ADN que l'on retrouve également dans la voiture de Sébastien, abandonnée à Saint-Nazaire. Et là aussi, on découvre des traces ADN d'Hubert dans le coffre, dans l'habitacle, et à un endroit très particulier, l'appui-tête conducteur de cette 308. Finalement, là, les enquêteurs ont eu la preuve que il disait n'importe quoi depuis le début, qu'il cachait la vérité. Son ADN est dans la maison, son ADN est dans la voiture du fils qui a été retrouvé à Saint-Nazaire. Hubert Kawissin devient le suspect numéro 1 de l'affaire. Hubert Kawissin va devoir s'expliquer. La disparition de la famille Troadec s'explique-t-elle par un différend familial? Les policiers ont placé en garde à vue ce matin la sœur et le beau-frère de Pascal Troadec, le père de famille, un couple qui avait déjà été entendu au début de l'enquête. Dimanche 5 mars 2017. Au petit matin, Hubert Kawissin et sa compagne Lydie sont placés en garde à vue. Le couple est entendu au commissariat central de Brest par les hommes de la PJ. Dans un premier temps, Hubert Kawissin nie en bloc toute implication dans cette affaire. Mais face à des enquêteurs expérimentés et surtout face aux éléments qu'il lui présente, sa défense devient rapidement intenable. Et c'est au milieu de l'après-midi, Olivier Bois, reporter à RTL. face à l'ADN, quand on lui dit que son ADN a été retrouvé dans la maison et dans la voiture, qu'effectivement, il va se liquéfier totalement, il va craquer. Il reconnaît les assassinats de Pascal, Brigitte, Sébastien et Charlotte. C'est la fin du mystère. Hubert Kawissin a donc tué son beau-frère et toute sa famille. Reste à découvrir la raison d'un tel massacre. Car dans le village d'Hubert Kawissin, les habitants sont sous le choc. L'homme qui vient d'avouer 4 meurtres avait ici l'image d'un voisin discret qui n'avait jamais fait parler de lui. Au club de tennis local où il avait ses habitudes, ceux qui l'ont connu ont du mal à réaliser. Ils étaient membres et jouaient régulièrement au tennis. Xavier Blistein, ancienne connaissance de Hubert Kawissin. Je ne l'ai jamais vu violent. Moi, je me souviens pas l'avoir vu se fâcher, même pendant un match de tennis. Hubert, je le rencontre à la fin des années 90. Armel Lepage, ami de Hubert Kawissin. On se rencontre donc sur les cours de tennis. Donc après, on sympathise, hein, et puis de là, on sort, voilà, on fréquente les pubs de nuit. C'était vraiment un chouette camarade. Hubert Kawissin est ingénieur à l'Arsenal de Brest. Au début des années 2000, il a 30 ans et rêve de fonder une famille. Mais il est célibataire. Il se lance alors intensément dans le sport avec un objectif, se tailler un corps d'athlète afin de trouver une compagne. Il voulait plaire, donc ça voulait dire que bon, il fallait qu'il soit qu'il ait donc un physique donc avenant pour la gente féminine. Hein. Il fréquentait donc les boîtes de nuit, fréquemment sur le site de rencontres mythiques. Hein. C'est là d'ailleurs qu'il a rencontré Lydie. Lydie Troadec,
la sœur de Pascal assassinée avec sa famille à Orvaux. Très vite, les deux amoureux se mettent en ménage. Le couple habite alors dans le pavillon qu'Hubert a fait construire à Plouguerneau, près de Brest. Hubert a une bonne situation et le couple mène une existence tranquille, sans nuages et surtout très discrète. Visiblement, ça a matché entre eux. Ils ont eu un petit garçon. Jusqu'à la grossesse, tout allait bien. Nora Moreau, correspondante du journal Le Parisien, aujourd'hui en France, à Brest. Et même si c'était relativement discret, et Hubert a toujours été quelqu'un de discret et elle aussi, là, ils ont commencé à se couper du monde très progressivement. Car l'existence bien rangée du couple Cahuissin bascule une première fois. Coup sur coup, Lydie et Hubert font face à des épreuves douloureuses qui vont changer leur vie. Juste après sa grossesse, Lydie est opérée d'un cancer du sein. Elle passe très près de la mort, et le traitement la laisse handicapée du bras droit. Puis, Hubert Cahuissin fait un burn-out et plonge dans la dépression. Depuis quelques années, là, il ne parlait plus à personne. Un voisin de Hubert Cahuissin. Donc, depuis, je sais pas moi, 3-4 ans, on les voit plus. Hubert et Lydie ont été éprouvés chacun à leur façon. Hubert avait une carrière toute tracée à l'Arsenal de Brest, mais voilà, il a eu cette dépression grave. Lui est complètement au fond du trou. Ils ont vécu des décès parentaux, la maladie de Lydie. Lui est mal dans sa vie. Il a du mal à supporter tout ça, son quotidien. Replié sur lui-même, dépressif, Hubert Cahuissin est également peu à peu dévoré par la haine. Une haine dirigée contre Pascal Troadec, son beau-frère. Et devant les enquêteurs, il raconte qu'à l'origine de cette haine, il y a une incroyable histoire de vol d'héritage sur fond de trésor familial. Le père de Pascal et de Lydie Troadec, qui était un artisan plâtrier, qui travaillait sur Brest. Jean-Marc Ducos, journaliste spécialiste des faits divers. A découvert au cours de travaux dans un immeuble une cache avec des lingots d'or et des pièces d'or. Un trésor qui date vraisemblablement de 39-45, quand Brest était occupée par les Allemands et après détruite quasi intégralement par les bombes alliées. À Brest, une légende court depuis le début de la Seconde Guerre mondiale. Quand la Banque de France a voulu évacuer son stock d'or en Amérique pour éviter qu'il ne tombe aux mains des Allemands, un sac contenant 50 kilos d'or aurait disparu. C'est une partie de cet or que le père Troadec aurait découvert par hasard en 2006 en faisant des travaux dans la cave de son immeuble. Au lieu de déclarer sa découverte, Pierre Troadec aurait emporté le trésor et l'aurait entreposé dans le grenier familial. En 2009, 3 ans plus tard, il décède. Et pour Renée, la mère de Pascal et Lydie Troadec, c'est à ce moment que tout a basculé. Les relations étaient très bonnes, mais au décès de mon mari, tout a changé, quoi. C'est ça le problème. Jusqu'au mois de juin, ça allait bien, et puis après, ça fait cette question-là est revenue sur le tapis, quoi. La question des pièces d'or. Car l'année suivante, Pascal décide de faire main basse sur le trésor. En 2010, je suis tombée malade, j'étais à la maison de repos, et puis ils sont venus me demander les clés. Mon fils est venu me demander les clés, je dis oui, tu les prends. Et puis je croyais qu'il voulait venir manger dans la maison, quoi, ici. Et puis après il me les a rendus, et je pense que c'est là qu'il aurait pris l'or. Pour tenter de régler le problème, Renée provoque alors une réunion de famille. D'un côté, Pascal et Brigitte Troadec, de l'autre, Lydie et Hubert Cahuissin. Mais la discussion dégénère rapidement. Mon beau-fils avait donc dit que il faut quand même partager, quoi.
Ah, certainement pas, c'est moi qui ai tout. Moi, je garde tout. Moi, j'avais rétorqué, j'ai l'usufruit. Bon, je fais ce que je veux, moi, avec... si je désire vous donner moitié-moitié, c'était bien, quoi. Non, rien. Ils ont commencé à crier. Ils ont soulevé la table aussi, elle est cassée, cette table-là. Mon fils était grimpé sous la chaise, soulevé la table. Je croyais que ça allait cogner dans la véranda. Cet or est capté, spolié par Pascal. Et Pascal Troadec n'a jamais partagé avec sa sœur. Encore aujourd'hui, personne ne sait exactement combien représentait ce trésor. La presse ira même jusqu'à parler de plusieurs millions d'euros. Une chose est sûre, le couple Troadec aux revenus pourtant modestes semble changer de train de vie et roule désormais en puissante berline allemande. Parallèlement, Lydie et Hubert Kawissin, eux, se replient encore un peu plus sur eux-mêmes. Ils déménagent bientôt dans cette ferme très isolée à Pont-de-Buis, en lisière de forêt. Et la colère d'Hubert se transforme peu à peu en une haine obsessionnelle. Et d'un autre côté, on a un couple, Pascal et Brigitte, qui eux ont une activité professionnelle, qui renouvellent leur voiture, qui payent des études à leurs enfants. Et on peut supposer que c'est peut-être ça qui n'a pas été supporté par Hubert. Ça vire à l'obsession. Olivier Bois, reporter à RTL. À la paranoïa totale. Quand les Troadec de Orvault s'achètent une voiture, il y pense. Quand les Troadec s'achètent un billet d'avion, il se dit tiens, qu'est-ce que c'est que ce niveau de vie? Tu vois bien que là, il doit y avoir de l'argent caché quelque part. Il ne pense qu'à ça. Hubert Kawissin raconte aux enquêteurs qu'il songe d'abord à dénoncer son beau-frère au fisc. Puis finalement, il décide de mettre en place un stratagème pour récupérer une partie du trésor. Devant les policiers, il explique alors que le jeudi 16 février, il parcourt les 300 kilomètres qui le séparent d'Orvault et se faufile en pleine nuit dans la maison de la famille Troadec. Avec un stéthoscope, il ausculte les murs à l'affût du moindre bruit pour s'assurer que tout le monde dort. Il ne rentre pas pour tuer tout le monde. Il a voulu espionner. Jean-Marc Bloch, criminologue et ancien directeur de la PJ de Versailles. Avec un stéthoscope pour écouter ce que disaient les gens, toujours au sujet de ces lingots, de ces pièces d'or. Il aurait voulu s'introduire dans la buanderie pour pouvoir voler des clés, vouloir revenir ensuite dans la maison. Le plan d'Hubert Kawissin est de voler les clés de la maison afin de pouvoir y revenir à sa guise et tenter de mettre la main sur le trésor. Mais ce soir-là, il fait du bruit. Le père de famille s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un dans la maison. À ce moment-là, Pascal Troadec, il descend de sa chambre, il croit probablement avoir affaire à un cambrioleur, il descend avec un pied de biche. Et il se retrouve face à son ex-beau-frère. Une bagarre s'en serait suivie entre les deux hommes, qu'Hubert aurait pris le dessus et aurait tué Pascal. Puis après, dans un enchaînement de violences meurtrières, pour supprimer les témoins, probablement, il a massacré toute la famille. Hubert Kawissin raconte alors comment il frappe à mort les 4 membres de la famille Troadec, les uns après les autres, à coups de pied de biche. Avec calme, presque avec détachement, diront les enquêteurs, Hubert Kawissin ne met aucun détail. Les policiers revivent ainsi le déroulement du drame, comme s'ils y étaient. Cette nuit-là, le garage n'est pas fermé. Il est 23 heures quand Hubert Kawissin y pénètre puis se cache dans la buanderie. Là, muni de son stéthoscope, il aurait attendu plusieurs heures avant de pénétrer dans la maison. Quand Pascal Troadec, alerté par le bruit, descend du premier étage, il est frappé en premier dans le couloir. Puis c'est au tour de sa femme, Brigitte. D'après son récit, les deux sont seulement blessés, inconscients, mais il dit les avoir achevés avant de massacrer à leur tour son neveu
et sa nièce, Sébastien et Charlotte Troadec. Il semblerait qu'il ait dormi, qu'il soit resté dans ce pavillon d'Orvaux toute la nuit. Le lendemain, il est retourné probablement avec sa voiture, il devait avoir sa voiture dans le coin, il est retourné chez lui, dans le Finistère. De retour chez lui, il avoue les meurtres à sa compagne, Lydie. Mais d'abord, il explique qu'il a pris le temps de tout raconter à son fils, âgé seulement de 8 ans. Le couple décide alors de retourner à Orvaux pour nettoyer la scène de crime et ramener les corps chez eux, près de Brest, pour s'en débarrasser. Hubert charge les corps dans la voiture, aidé de sa femme Lydie, la propre sœur de Pascal Troadec. C'est absolument épouvantable, tant que c'est sa sœur. Une des victimes, c'est sa propre sœur. Faut bien, elle l'embarque dans la voiture, etc. C'est assez incroyable, enfin, c'est assez inimaginable. Ouais. Il a donc cette maison, cette ferme, il a surtout un très grand terrain derrière. C'est là qu'on va tronçonner, découper, broyer 4 cadavres dans la cour de la ferme. Nora Moreau, correspondante du journal Le Parisien, aujourd'hui en France, à Brest. C'est une véritable boucherie. On va se débarrasser de 4 corps de façon absolument effroyable. Et on va les réduire en poussière. Les corps vont être en partie découpés, il va tenter de les brûler, et pour le reste, il va en enterrer une partie dans sa propriété. Il y a une 15aine d'hectares derrière la maison. On est face à la barbarie la plus absolue. Jean-Marc Ducos, journaliste spécialiste des faits divers. Là, l'horreur le dispute à l'indicible, c'est absolument monstrueux. Il a totalement anéanti une famille. Il ne leur donne même pas la chance d'avoir une sépulture, car aujourd'hui, il ne reste quasiment plus rien des corps de Pascal, Brigitte, Charlotte et Sébastien. Hubert Cahuissin raconte ensuite que pour brouiller les pistes, il jette les affaires de Charlotte près de Brest, puis abandonne la voiture de Sébastien à 300 km de là. Avec dans l'idée, ça fera perdre du temps aux enquêteurs, parce que s'ils trouvent la voiture à Saint-Nazaire, ils vont sonder le port, et ça va nous laisser un peu d'avance, ça va brouiller les cartes. Et pendant ce temps, Lydie, qui d'après les aveux de son mari vient pourtant de l'aider à se débarrasser des corps de sa famille, prend soin de donner le change à sa mère. Lydie me téléphonait tous les soirs, et bien comme normalement, quoi. Renée, mère de Pascal et de Lydie Troadec. Il n'y avait pas de trop de... C'était comme d'habitude, quoi. Et Hubert était là parce qu'il me disait Hubert te souhaite le bonsoir, et puis Hubert était dans la maison, mais je comprends pas. L'horreur de ces aveux provoque un sentiment de stupeur dans l'opinion. Même la propre mère d'Hubert Cahuissin, interrogée par téléphone, ne parvient pas à trouver les mots pour expliquer le geste de son fils. Il a eu sûrement un coup de folie, et puis c'est tout, parce que il est malade, et puis mais voilà, et donc c'est un coup de folie, c'est tout. Mais moi, mon fils, c'est un ange, il est bon, prêt à rendre service à tout le monde. Et, je sais pas, on lui dit des choses là sur le journal, c'est pas possible. Je suis navrée pour eux, je comprends pas, voilà. Je suis complètement navrée. Je dors plus, je mange plus, je suis plus rien. Après des fouilles intensives, les enquêteurs n'ont retrouvé de la famille Troadec que quelques bijoux et d'infimes fragments humains, un carnage, une boucherie, pour quelques pièces d'or. C'est presque un scénario de film. Le trésor allemand des Troadec, planqué dans un immeuble sur la rive droite de Brest, dans un vieux quartier qui a été en partie épargné par les bombes, trouvé dans un mur, un héritage familial qui a été dissimulé, en tout cas aux yeux du monde, qui est conservé dans un garage, qui a été volé par un fils qui veut s'élever socialement, qui devient obsédé par l'argent. C'est presque un scénario de film, de roman. C'est assurément l'une des affaires les plus effroyables et les plus horribles de ces dernières années, sans doute en Europe. Bien que le meurtrier présumé soit derrière les barreaux, l'enquête est loin d'être terminée.
Les policiers cherchent notamment à faire toute la lumière sur le fameux trésor des Troadec. Et surtout, ils veulent éclairer toutes les zones d'ombre qui entourent encore la personnalité d'Hubert Cahuissin et les circonstances exactes du massacre d'Orvaux. Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1.